Bonjour ou bonsoir en fonction du pays dans lequel vous vous situez. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir pris le temps dans vos vies chargées d'assister à cette conférence que j'ai intitulée Mincir durablement avec plaisir et sans stress. Je ferai de mon mieux pour que votre temps soit bien investi et que vous ressortiez de cette conférence avec des informations utiles que vous pourrez mettre en place dans votre vie de tous les jours. Alors, on va commencer. Voici le programme de cette conférence. On parlera tout d'abord de pourquoi les régimes restrictifs ne fonctionnent pas, en tout cas sur le long terme. On va aborder aussi les causes physiques et psychiques de la prise de poids. On va notamment voir toutes les raisons et tous les facteurs qui ne sont pas pris en cause, qui ne sont pas pris en compte, dans la majorité des régimes restrictifs classiques. On verra aussi des solutions naturelles pour mincir. Je vous donnerai même quelques exemples de menus. Donc, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Peggy Ebring, je suis naturopathe et coach de vie. Donc, j'accompagne les personnes sur leur chemin de développement personnel psychique et physique grâce à des techniques de coaching intuitif, mais aussi grâce tout simplement à des techniques de santé naturelle, donc la naturopathie avec de la nutrition, la gestion du stress, les plantes, les fleurs de bac, etc., des méthodes naturelles de bien-être. Mais je n'ai pas toujours été dans ce domaine en fait. J'ai même commencé ma carrière dans la finance de marché à Londres et en fait tout a changé pour moi en 2011 quand j'ai rencontré l'intuition. Donc effectivement cela faisait déjà quelques années que en fait je faisais de la finance et au bout de 3 ou 4 ans dans la finance de marché j'avais véritablement l'impression que ma vie manquait de sens et que en dépit d'une carrière qui marchait bien, j'avais un salaire plus que confortable, j'avais un bon job, entre guillemets, donc j'avais une relation qui fonctionnait. A priori, je n'avais pas de raison pour me plaindre, en tout cas, je n'avais pas de raison évidente de ressentir ce vide. Et en fait, pour moi, tout a changé en 2011 quand j'ai rencontré l'intuition, c'est-à-dire que j'étais en quête perpétuelle de savoir qui j'étais, de savoir qu'est-ce que j'avais envie de faire dans la vie. Et un ami m'a envoyé les détails d'un atelier qui était gratuit auquel j'ai assisté et par là, tout a changé. J'ai commencé petit à petit à me reconnecter à qui j'étais véritablement, à explorer les choses que j'avais envie de faire et de là sont venues la naturopathie, le coaching et tout cela a fait que maintenant je suis face à vous en train de faire cette conférence. Alors ça ne s'est pas fait bien sûr en 2 mois, j'ai commencé le travail en 2011 et petit à petit ce n'est qu'en 2013 que la naturopathie est véritablement venue ou que j'ai repris les études. Mais voilà, donc maintenant je suis effectivement coach et naturopathe et donc je vais utiliser ces connaissances, ces expériences que j'ai pour pouvoir vous donner des indications, des informations qui vont vous aider justement à mettre en place une bonne hygiène de vie et à retourner à cet équilibre de poids que vous cherchez peut-être déjà depuis plusieurs années. Et même si vous verrez que même si vous avez essayé beaucoup de régimes restrictifs qui n'ont pas marché, je vais vous donner une approche qui est en fait différente et j'espère qu'elle vous plaira. Alors, on va commencer. Donc, pourquoi les régimes restrictifs ne fonctionnent pas sur le long terme? Eh bien, en fait, la physiologie va expliquer justement cet effet yo-yo. L'effet yo-yo, c'est le fait que, effectivement, quand on fait un régime restrictif, on commence par perdre du poids, mais quelque temps après, on le récupère. Et c'est dû notamment à un ralentissement du métabolisme. Alors, pour vous expliquer, dans le modèle, ce qu'on appelle le modèle calorique courant, on vous dit que vous allez stocker si vos consommations, c'est-à-dire que les calories qui rentrent sont supérieures aux calories qui sortent. Et donc, vous allez stocker. Donc, les calories entrantes, c'est tout ce que vous mangez, tout simplement, et les calories sortantes sont votre métabolisme de base, donc c'est
c'est votre consommation d'énergie au repos. C'est-à-dire que même quand vous dormez ou que vous êtes couché tranquillement, votre cœur bat, votre corps fonctionne et donc il y a une dépense énergétique. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base, c'est le métabolisme au repos. Et auquel on va ajouter toutes les activités que vous faites durant la journée. Donc tout ça, ça correspond à vos calories sortantes. Et donc on vous dit, en gros, si tu stockes, c'est parce que tu consommes plus par rapport, en tout cas tu consommes trop par rapport à tes dépenses. Donc c'est pas compliqué, si tu veux maigrir, tu manges moins, tu te bouges plus, quoi, en gros. Et c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on a dit pendant des années et on se rend compte que c'est faux, ça ne marche pas. Puisque quand même, ça fait quand même 20 ans ou 30 ans qu'on dit ça et on se rend bien compte que les femmes, au début, effectivement, les femmes, enfin même les hommes, mais ça c'est vrai que ce sont cette problème de perte de poids et de régime restrictif, c'est surtout une histoire de femmes, on se rend compte que on reprend le poids systématiquement. Il y a des études qui ont été faites. Il y a même une étude qui a été faite en Angleterre et qui est l'une des études qui pour moi a été la plus large. C'est une étude qui n'était pas faite en fait sur la perte de poids. C'est une méthode, c'est une étude qui avait porté sur plus de 49 000 personnes. Vous vous rendez compte, 49 000 personnes, car on voulait étudier l'impact notamment de l'hygiène de vie et de l'alimentation sur les maladies cardiovasculaires. Donc c'est une étude très complète qui a été faite et on a notamment pris en compte, bien sûr, le facteur poids. Donc c'est une étude quand même qui porte sur 49 000 personnes, donc c'est énorme. Et ce qu'a montré cette étude notamment, c'est que de toute façon, la restriction calorique ne fonctionnait pas parce qu'il y avait différents groupes de personnes auxquelles on a donné différents types de régime alimentaire et on voulait voir l'impact sur leur santé cardiovasculaire ou sur le risque cardiovasculaire. Et on s'est aperçu notamment que les personnes à qui on avait donné justement ces régimes restrictifs, au bout d'un an, elles avaient quasiment toutes récupéré le poids qu'elles avaient entre guillemets perdu au début. C'est-à-dire que à la fin de l'étude, au bout d'un an, il y avait environ 1 kg de différence, entre le poids de départ et le poids d'arrivée. Donc on s'est rendu compte que toutes les femmes avaient repris, en fait les personnes avaient repris le poids et qu'il n'y avait pas véritablement de différence entre les personnes qui avaient mangé normalement et celles à qui on avait fait une restriction calorique majeure, en tout cas en termes de poids. L'étude n'a pas été, comme je vous le dis, c'était pas une étude sur le poids, mais c'était un des facteurs qu'ils ont pris en compte, ce qui nous a permis de voir qu'en fait, effectivement, les régimes restrictifs ne fonctionnent pas. Et alors pourquoi? En fait, c'est la physiologie qui l'explique. C'est qu'il y a une adaptation du métabolisme à la consommation. Vous voyez, au début, le corps, il est intelligent. Il se dit, au bout d'un moment, quand vous commencez un régime, avant de commencer un régime, vous avez une façon habituelle de manger avec un certain nombre de calories, effectivement, qui rentrent. Et donc, vous commencez ce régime et donc les calories baissent énormément. Donc, vous réduisez par exemple de moitié ou voire même plus ce que vous avez l'habitude de manger. Donc, au début, effectivement, vous perdez parce que vous avez un bon métabolisme et comme vous avez moins de consommation, vous perdez. Mais au bout d'un moment, vous allez noter qu'il y a un plateau. Pourquoi? Parce que le corps est intelligent. Il s'adapte. Au bout d'un moment, il finit par comprendre que les apports sont très restreints. Donc il se dit, je ne vais pas continuer à consommer comme j'ai l'habitude de consommer, puisque de toute façon, alors que mes apports sont moindres. Donc je vais passer en mode économie. Donc il commence à réduire son métabolisme. Donc en réduisant son métabolisme, il va même réduire le métabolisme de base et réduire l'énergie qu'il consomme normalement pour faire les activités. Donc, effectivement, on commence à avoir un plateau, on a même un sentiment de fatigue, puisque le métabolisme, quand il est boosté, c'est ce qui conduit à la production d'énergie. Donc, on déprime, on fatigue, on a faim, et donc forcément, on finit par laisser tomber, parce qu'on voit qu'en dépit des efforts, on ne perd plus. C'est normal, on a un phénomène de plateau, et c'est là où on prend l'alimentation du début, et on reprend le poids, tout simplement parce que on recommence à avoir des apports très importants sur un métabolisme qui a énormément baissé. Donc le métabolisme ne va pas remonter du jour au lendemain comme ça. Ce qui fait que petit à petit, on reprend le poids parce qu'on a affaibli son métabolisme et on a des apports qui sont plus importants. Donc faites-vous plaisir, rendez-vous service, évitez les
régime restrictif, ça ne sert à rien. Vous allez juste affaiblir votre métabolisme et affaiblir votre capacité à consommer de l'énergie. Donc, je vais vous proposer des méthodes qui sont différentes. Alors, il y a d'autres choses qui ne sont pas, d'autres facteurs qui ne sont absolument pas tenus en compte, qui ne sont pas absolument pas pris en compte, pardon, lors des régimes restrictifs classiques, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'hormonal. Et c'est malheureusement un des facteurs fondamentaux et un des facteurs les plus importants de la prise de poids. Généralement, c'est le stress, la psyché et puis la cause hormonale. Et le facteur hormonal majeur de prise de poids, c'est l'insuline. L'insuline, c'est un signal de stockage de graisse. Pour résumer, dès que vous avez un pic d'insuline, c'est un signal envoyé au corps pour dire stock de la graisse. Donc, quand vous avez des pics insuliniques, donc des pics d'insuline à répétition au cours de la journée, eh ben, c'est un signal de stockage de graisse, stockage de graisse, stockage de graisse. Et d'où viennent justement ces pics d'insuline? Eh ben, généralement, ils viennent d'un indice glycémique élevé, c'est-à-dire que la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Donc en fait, l'insuline est produite pour faire baisser le taux de glycémie, c'est le taux de sucre de sang. Donc quand le taux de sucre du sang monte trop vite, eh ben, le corps produit de l'insuline pour le faire redescendre. Donc en gros, le sucre passe du sang aux cellules, donc c'est en gros transformé en graisse et stocké. Donc, c'est pour ça que c'est important de regarder les index glycémiques des aliments, car pic glycémique va signifier pic insulinique, va signifier stockage de graisse. Et donc, c'est important pour vous de commencer à comprendre d'où viennent les index glycémiques, quels sont les index glycémiques pour pouvoir faire de meilleurs choix alimentaires. Donc, on va consommer des aliments qui ont un index glycémique bas ou moyen. Donc, si vous allez sur des sites comme montignac.com, vous allez commencer à apprendre et à connaître les index glycémiques. Un exemple tout simple, qu'on ne sait pas nécessairement, de la purée. Si une pomme de terre cuite à la vapeur, elle a un index glycémique qui est déjà assez important parce que vous allez être aux alentours de 60. Donc l'index glycémique, en gros, il est entre 0 et 100. Donc on essaye de chercher des choses qui sont sous 50. Donc une pomme de terre cuite à la vapeur, vous allez être aux alentours de 60. Si vous transformez cette pomme de terre en purée que vous faites vous-même, l'index glycémique va augmenter parce que c'est comme si c'est le fait de le transformer et d'en faire une purée, le sang va arriver plus vite, c'est plus facilement digérable et ça va arriver et le sucre va arriver dans le sang beaucoup plus rapidement. Et donc le fait de transformer ça en purée, ça va monter au-delà de 70, l'index glycémique. Et si vous achetez la purée, vous savez, les flocons que l'on achète en supermarché déjà faits, on a un index glycémique de 90. Donc franchement, il y a des alternatives qui sont mieux. Entre la pomme de terre et la patate douce, on préfère à la patate douce parce que, en dépit du fait qu'elle est plus sucrée, l'index glycémique est plus faible parce que il y a plus de fibres en fait. On va voir qu'effectivement plus tard, on va manger des choses enrichies en fibres pour baisser les index glycémiques. Donc le facteur le plus important, c'est l'insuline, le facteur hormonal, pardon. Il y a un autre facteur hormonal qui est important aussi, c'est le cortisol. Le cortisol est produit en cas de stress. C'est vraiment une réponse physiologique d'adaptation au stress qui est commune à tout le monde. On a tous des réactions personnelles au stress, notre façon de gérer le stress, une réaction psychique personnelle, une perception de comment on va aborder les problèmes, etc. quand on est en cas de stress. D'autres personnes sont motivées, d'autres personnes perdent un peu leurs moyens. Donc chacun de nous a sa manière personnelle de réagir au stress, psychiquement. Mais en termes de physiologie, là c'est pareil pour tout le monde. On va dire qu'il y a une adaptation au stress et qui conduit à la production de cortisol. Donc en fait, le stress commence par une production d'adrénaline, et ça généralement dans les 5-10 premières minutes du choc, c'est une phase de choc quand le stress arrive, donc il y a une production d'adrénaline ou d'adrénaline pour pouvoir réagir, mais quand le stress s'installe sur un plus long terme, on parle d'adaptation au stress avec une production de cortisol. Et il faut savoir que le cortisol conduit au stockage de graisse. Et le cortisol aussi perturbe
la leptine qui est l'hormone de la satiété. Donc plus on est stressé en gros, plus on a du mal à ressentir la satiété. Et d'ailleurs, vous n'allez qu'à voir, en général quand on est stressé, on a tendance à manger de façon un peu plus erratique. Donc le corps a du mal à s'autoréguler en termes de satiété quand on est stressé justement, en tout cas quand on a ce stress chronique continuel. Un autre facteur qui est particulièrement important à prendre en compte, c'est l'inflammation. C'est vraiment l'inflammation marche main dans la main avec le stockage de graisse et la prise de poids. Alors pour vous expliquer, je vais déjà vous expliquer ce qu'est l'inflammation. Il faut savoir que l'inflammation, quand elle est aiguë, c'est un mécanisme de défense indispensable contre les agressions. Si vous vous coupez, il y a de l'inflammation pour pouvoir emmener les éléments de l'immunité qui vont servir à vous protéger. Donc c'est normal de faire de l'inflammation quand le corps est agressé. On parle d'inflammation aiguë. Donc ça va notamment participer au processus de défense, à la réparation et la guérison en cas de blessure ou d'agression. Donc ça, c'est normal. Le problème, c'est quand l'inflammation devient chronique ou silencieuse. Et c'est le type d'inflammation que l'on a dans du surpoids, de l'obésité, les maladies dégénératives telles que Alzheimer, Parkinson, des cancers ou même un vieillissement accéléré de la peau, il y a de l'inflammation. Et donc le problème avec l'inflammation, c'est que l'inflammation conduit à la production d'un anti-inflammatoire qui est le cortisol. Et comme on a vu plus tôt, le cortisol conduit au stockage de graisse. Donc le cortisol, donc l'inflammation conduit au cortisol qui lui-même conduit au stockage de graisse. Donc il est important de régler cette inflammation chronique ou silencieuse. Et on va voir comment s'installe cette inflammation chronique ou silencieuse. Elle s'installe déjà via l'acidification du terrain. C'est-à-dire que quand on a une vie qui est très stressée, quand on mange très acidifiant, notamment tout ce qui est farine blanche, tout ce qui est gâteau, tout ce qui est sucre raffiné, ce sont des éléments qui, une fois qu'ils sont arrivés dans le corps, conduisent à la production d'acide. Et donc, ce qui fait que notre terrain s'acidifie. Et l'acidification conduit à l'inflammation. Donc ça, c'est une des façons de s'acidifier, de produire de l'inflammation chronique, c'est d'être en acidification chronique du terrain. Alors, une autre façon de produire de l'inflammation, et là c'est un cercle vicieux, c'est via la production de graisse. Vous voyez, le corps est intelligent. Il fait tout ce qu'il peut pour vous protéger au maximum. Et quand il y a une charge toxinique dans le corps qui est trop importante, il va produire de la graisse pour pouvoir stocker cette charge toxinique. Donc la charge toxinique, ça va être tous les additifs, les polluants que l'on va ingérer via la respiration, via l'alimentation, le fait de fumer, etc. Donc tous les polluants que l'on va ingérer et qui passent la barrière intestinale vont arriver dans le corps et vont devoir être évacués. Si le corps ne peut pas les évacuer, plutôt que de les laisser en circulation, il va produire de la graisse pour les stocker. Vous voyez, donc le corps préfère stocker de la graisse plutôt que de laisser des éléments nocifs en circulation, car le danger est plus grand. Donc vous voyez par exemple, on a toujours tendance à dire « Oh mon Dieu, je n'aime pas mon ventre, j'ai beaucoup de gras au niveau du ventre, c'est pas bon pour moi, etc. » Oui et non, mais c'est la solution que le corps a trouvée pour faire face à la charge toxinique. Si vous avez un excès de gras, et notamment un excès de cellulite, vous avez un excès de charge toxinique. Et c'est la seule façon que le corps a trouvé de la stocker pour éviter qu'elle ne fasse plus de dégâts. Et donc, vous voyez, toutes ces graisses qui sont chargées de toxines, de produits polluants, sont inflammatoires, sont pro-inflammatoires, parce que ce sont des polluants qui agressent le corps. Donc, en dépit du fait qu'ils soient stockés dans de la graisse, il y a quand même une agression et le corps, et ça crée une inflammation résiduelle, si vous voulez. Et donc, on est en inflammation perpétuelle quand on est en obésité ou en surpoids. Car toutes ces toxines sont stockées au niveau des graisses. Et il n'y a qu'à voir, on pense même qu'on a... Et c'est vrai que les graisses qui sont au niveau du ventre sont particulièrement pro-inflammatoires. On pense que c'est dû au fait de la proximité avec les intestins, parce que dans les intestins, il y a énormément de toxines, il y a de putréfaction en fonction de comment votre digestion s'est faite, et puis tout ce qui rentre, tout ce qui rentre par la bouche et par la bouche, va arriver au niveau du côlon. Et donc on estime que c'est comme si le corps met un petit coussin
pour pouvoir isoler au maximum tous ces polluants qui traversent les intestins. Donc, alors c'est vrai que esthétiquement, on trouve ça disgracieux, on n'aime pas les bourrelets que l'on a au niveau du ventre, mais ils ont leur fonction, et leur fonction c'est justement de nous alerter sur le fait qu'on a une charge toxinique trop importante, et c'est aussi leur fonction, c'est de nous protéger, de faire en sorte de stocker tous ces polluants dont le corps ne peut pas se débarrasser. Et donc, comme je vous disais, les polluants et la toxicité, ce sont les additifs, les conservateurs, les produits chimiques. Même le fait de nettoyer chez soi avec des produits chimiques, on va les inhaler et ce sont des choses qui seront stockées justement dans les graisses. Les édulcorants industriels aussi perturbent le fonctionnement de la leptine, hein. Par exemple, l'aspartame, et même si effectivement il y a zéro sucre, il n'y a pas de calories, etc., ça perturbe les récepteurs de leptine, la leptine étant l'hormone de la satiété. Donc de toute façon, c'est pro-inflammatoire et ça perturbe notre mécanisme d'autorégulation de la satiété. Donc de toute façon, les édulcorants industriels sont à éviter. Je vous donnerai des alternatives. Ah oui, et aussi l'inflammation affecte, comme je le disais, les mécanismes de l'appétit et du contrôle du poids. C'est-à-dire que plus on prend du poids, plus on développe une résistance à la leptine. Donc c'est qu'il y a une perte de sensibilité à l'hormone de la satiété, ce qui fait que notre satiété est, on a moins conscience de cette satiété, ce qui fait qu'on a tendance à beaucoup plus manger. C'est pour ça que les personnes qui sont en obésité, même en obésité morbide, ont parfois du mal à savoir si elles ont faim ou pas, ou en tout cas quand s'arrêter. Bien sûr, il y a des facteurs psychologiques à prendre en compte aussi. Alors, je vous ai mis un petit schéma pour résumer. Alors, on a effectivement l'inflammation qui est due à des toxines, à des additifs, des conservateurs, des édulcorants, les produits chimiques, qui est aussi due à l'acidification, notamment via le stress. Mais l'acidification peut venir aussi via le manque d'activité physique, car tout simplement parce que l'activité physique permet d'évacuer les acides via la transpiration, elle permet d'évacuer les acides via la respiration. Quand on s'oxygène bien et qu'on fait de l'activité physique, on évacue le CO2 qui est acidifiant pour le corps, etc. Donc vous voyez, il y a différentes façons de s'acidifier. Et cette inflammation va conduire au stockage de graisse va se conduire au stockage de graisse via des choses comme du cortisol, et aussi on a l'insuline et les pics insulinines qui vont conduire au stockage de graisse, car l'insuline est un signal de stockage de graisse. Alors, il y a encore d'autres facteurs à prendre en compte, donc on va essayer de passer en revue les choses quand même importantes. Votre flore intestinale est absolument fondamentale pour vous aider justement à réguler votre appétit, et justement parce que la flore, quand elle est déséquilibrée, elle a un impact sur l'appétit et les fringales, notamment via des choses comme le candida albicans et quand on a une candidose et des envies de sucre. Donc notre flore intestinale, ce sont des bonnes bactéries qui sont dans notre intestin, et donc généralement la flore intestinale est composée de ce qu'on appelle une flore dominante. Ce sont les bonnes bactéries qui nous protègent et qui font barrière au niveau de l'intestin pour empêcher que des toxines rentrent, mais elles ont aussi un rôle dans l'immunité. Elles discutent avec des cellules immunitaires qui sont au niveau de l'intestin pour pouvoir participer à notre défense. Donc la flore, elle est absolument super importante. Le problème, quand elle devient déséquilibrée du fait de l'alimentation, du fait du stress, les mauvaises bactéries, qui sont ce qu'on appelle la flore sous-dominante, vont commencer à grossir. Et quand la flore sous-dominante devient malheureusement dominante et dépasse la flore dominante, en tout cas elle n'est plus contrôlée par notre flore dominante, notre bonne flore, on a des choses comme des candidoses, c'est-à-dire c'est un dérèglement de la flore intestinale qui fait qu'on a un candida albicans qui est trop important. Et quand ce candida albicans passe la barrière de l'intestin, parce qu'il en a la capacité, non seulement il va agresser la barrière intestinale, donc ça va produire de l'inflammation, mais il va se balader dans tout le corps en produisant énormément de toxines. On avait évalué que le candida albicans, en fait, il y a différents types de candida albicans, mais il pouvait produire jusqu'à 50 différentes toxines dans le corps. Et ces toxines ont une influence sur le cerveau, parce que le candida albicans adore le sucre. Donc il produit des toxines qui vont vous donner des envies de sucre et vont provoquer des fringales. Donc c'est particulièrement important pour vous aider
à réguler vos envies de sucre et vos fringales, de remettre de l'ordre dans votre flore. Et on verra comment le faire plus tard. Une chose aussi importante, bien sûr, c'est le sommeil, car le sommeil aide à réguler toutes les fonctions. Le sommeil aide à réguler la production de gréline, qui est une hormone qui stimule l'appétit. Donc on a la leptine qui nous dit en gros, c'est la satiété, j'ai plus faim, et la gréline qui dit mange, j'ai faim. Donc on a un mécanisme de régulation de l'appétit et de la satiété. Donc un bon sommeil, c'est important pour pouvoir réguler ça. Et aussi un bon sommeil, c'est important pour pouvoir produire de la GH. C'est l'hormone de croissance en fait. Hein, c'est growth hormone. C'est l'hormone de croissance. Et en fait, cette hormone GH, elle est particulièrement importante car elle aide à brûler les graisses, elle stimule le métabolisme et elle aide aussi à équilibrer ce mécanisme gréline, leptine, satiété, satiété, appétit. Donc vous voyez, il y a d'autres facteurs qui sont particulièrement importants pour, réguler votre poids. Et on va voir que c'est véritablement une hygiène de vie à mettre en place. Ce ne sont pas juste des calories à réduire. Donc j'espère que vous commencez quand même à comprendre que quand on vous dit manger moins de calories, déjà on ne parle même pas déjà de la qualité des calories, on en a juste à regarder la quantité. Vous voyez qu'on ignore énormément de facteurs qui sont quand même importants. La perte de poids va résulter d'une hygiène de vie où on va faire attention à ce qu'on mange, à la qualité de ce qu'on mange, à avoir une alimentation, comme on le verra, qui est anti-inflammatoire. On va s'occuper de son sommeil, on va s'occuper de sa flore intestinale. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte que juste le nombre de calories. Et avec moi, je vous assure, vous ne compterez pas les calories. Parce que de toute façon, il y a 50 ans, personne ne comptait de calories. On ne savait même pas ce qu'était une calorie et les gens n'avaient pas autant de problèmes de poids que maintenant. Donc j'estime qu'on n'a pas besoin de compter les calories pour pouvoir revenir à un équilibre. Il faut travailler avec sa nature. La nature sait faire, le corps est intelligent. Il a ce qu'on appelle un phénomène d'homéostasie, c'est-à-dire de retour à l'équilibre. Il faut lui donner la capacité de faire ce qu'il sait faire et ce qu'il fait déjà depuis des millions et des millions et des millions d'années. Il faut travailler avec lui. Il faut lui laisser faire ce qu'il sait faire, lui redonner, détoxifier le cas échéant, lui donner les outils pour pouvoir faire ce qu'il sait faire. Si on n'arrive pas à retourner à cet état d'équilibre, c'est qu'il y a des perturbateurs, qu'ils soient physiques et psychiques. Et donc c'est pour ça que maintenant qu'on va regarder les perturbateurs psychiques du poids justement. En fait, lors de mon travail en tant que coach, je me suis quand même rendu compte que les croyances et la psyché avaient une importance véritablement fondamentale et une importance, et un impact fort sur notre santé physique, notre psyché, comment nos expériences, comment on vit les expériences qui nous sont arrivées, et ça depuis l'enfance. Tout cela a un impact sur comment notre psyché s'est construite, et ça impacte même en tant qu'adulte ça impacte nos comportements et notre bien-être au quotidien, qu'il soit physique ou psychique. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, les croyances, ce que j'appelle dysfonctionnelles ou limitantes, contribuent justement à cette prise de poids. Alors, comment ça fonctionne? Quand on a une croyance, cette croyance, elle va générer des pensées et des émotions, et ces pensées et ces émotions vont conduire à un comportement. Vous voyez? Et donc, ces comportements, généralement, vont venir renforcer la croyance. Le problème, c'est que souvent, la croyance, elle est inconsciente et qu'on a conscience, justement, juste de la partie jaune et de la partie verte, c'est-à-dire de ses pensées et de ses comportements. Et parfois même, on est conditionné, ce qui fait que on a des comportements qui ne nous aident pas à aller de l'avant et à obtenir nos objectifs, tout simplement parce qu'on est conditionné et on est poussé, et il y a un moteur inconscient qu'on n'a pas mis en lumière. Alors, je vais vous donner des exemples de croyances qui sont très communes. Si tu avais été plus méfiante, moins féminine, moins fragile, plus discrète, ça ne te serait pas arrivé, c'est de ta faute. Donc, en gros, par exemple, c'est une femme qui a eu une expérience traumatisante, elle a été agressée, elle a commencé à se dire que c'était de sa faute, et qu'il fallait qu'elle se protège, qu'elle a été trop féminine, qu'il fallait qu'elle devienne moins fragile. Et donc pour se protéger, elle a commencé à accumuler des couches de gras. C'est comme vouloir dissimuler sa féminité, vouloir dissimuler
son attractivité via du gras pour pouvoir se protéger, justement parce que vous voyez, quand notre mental il est fort, notre mental il est là pour notre survie. Quand il a décidé de vous protéger, si vous faire prendre du gras pour vous protéger, eh bien, il vous fera prendre du gras. Une autre croyance que j'ai rencontrée, pour être aimée, il faut être ronde. Ça, c'est quelque chose qu'une de mes clientes avait développé depuis petite. Parce qu'en fait, quand elle avait de l'ordre de 3 ans, 4 ans, elle était assez ronde. Pardon, elle était assez maigre. Et en fait, dans sa famille, on aimait les enfants ronds. Et elle était souvent comparée à sa cousine qui, elle, était ronde, joufflue, les bébés, les petits bébés potelés comme on aime, en gros. En tout cas, les enfants un petit peu ronds comme on aime souvent, en tout cas dans les cultures antillaises. Et elle avait l'impression d'être stigmatisée d'être stigmatisée parce que elle était trop maigre. Et donc elle s'est dit, eh ben, c'est pas compliqué. Pour que je sois aimée, pour être bien, il faut que je sois comme ma cousine, il faut que je sois ronde. Et depuis ça, elle s'est mise en tête de grossir. Mais vous voyez, c'est des choses qui étaient inconscientes. Et toute sa vie, cette femme a toujours été, pas en obésité morbide, mais a toujours été ronde. Et même quand elle perdait du poids, elle avait tendance à le reprendre. Et elle comprenait pas pourquoi, en dépit de beaucoup d'efforts, justement, elle était toujours un peu ronde. Ben parce qu'il y a notamment dans sa psyché, pour être aimé, il faut être ronde. Et pour le mental, être aimé, c'est absolument fondamental. Vous voyez, quand vous êtes un enfant, être aimé, c'est votre survie. Parce que si vous n'êtes pas aimé, vous allez être rejeté, vous pourriez mourir. Donc c'est inscrit de façon très très forte dans sa psyché, je dois être ronde. Donc c'est important d'aller jeter de la lumière justement sur ces croyances et ces choses qui nous empêchent justement d'atteindre nos objectifs. D'autres types de croyances. Je ne mérite pas d'exister, je n'aurais pas dû naître. Tout ça, ce sont aussi des enfants qui ont développé la croyance eh bien, que comme ils sont arrivés un peu alors qu'ils n'étaient pas prévus, ça peut être une grossesse accidentelle ou des grossesses trop rapprochées. Ils ont l'impression qu'ils n'auraient pas dû naître, ils n'auraient pas dû exister. Et qu'est-ce que ça va développer comme type de comportement? Eh bien, on aura tendance à vivre caché, à ne pas s'exprimer, à ne pas s'autoriser à s'exprimer et à tout ravaler, 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 ravaler. Et à force d'avaler et de ne pas s'exprimer, de ne pas exprimer qui on est, eh bien, on a énormément d'émotions qui sont réprimées, d'expressions qui sont réprimées, ce qui fait que on prend du poids tout simplement. À force d'avaler, psychologiquement, on avale aussi d'ailleurs, on avale aussi d'ailleurs physiquement de l'alimentation pour tenter de réprimer ces émotions qu'on ne s'autorise pas justement à exprimer. Voilà, d'autres croyances, je ne mérite pas d'être aimé. Et en fait, comme vous voyez, ce sont des choses qui sont très communes. Hein. Je ne mérite pas d'être aimé, je ne suis pas autorisée à être moi-même, à m'exprimer librement. Tout ça fait que cela va créer des émotions que l'on va tenter de réprimer ou de gérer via la nourriture. Donc c'est important que vous commenciez à comprendre si vous avez des compulsions émotionnelles, parce que les compulsions émotionnelles justement visent à empêcher l'émotion de remonter. Est-ce qu'il y a un phénomène de fuite de la souffrance dans la nourriture? Pour éviter parfois le niveau d'avoir conscience d'un problème, on va manger pour étouffer le niveau de conscience. Ou on va manger pour tenter d'étouffer l'émotion, vous voyez? Ou avoir des réflexes de grignotage en réponse au stress. Comme on ne sait pas comment gérer, on essaye de manger quelque chose pour évacuer le stress. Ou on va tenter de compenser une tristesse, une contrariété par le plaisir de manger. Donc on a toutes sortes de compulsions émotionnelles pour gérer les émotions que l'on a justement du mal à gérer. Donc vous voyez bien que le surpoids, c'est vraiment une conséquence ou un symptôme d'une psyché qui ne fonctionne pas bien. On parle de kilo émotionnel. C'est véritablement le symptôme d'une psyché en souffrance. Donc allez voir quelle est votre souffrance et qu'est-ce que vous n'arrivez pas à gérer, ou peut-être que vous dites que vous n'êtes pas capable de gérer, que la seule façon que vous avez trouvée pour gérer, c'est de manger. C'est de manger. Et il y aura probablement tout un travail à faire pour pouvoir aller parler à justement cet enfant intérieur qui souffre, vous exprimer pour pouvoir petit à petit vous réapproprier votre pouvoir, votre bien-être, etc. Donc il y a tout un travail à faire sur le relationnel à soi, le relationnel aux autres, notamment par tout ce qui est protection, culpabilité, relationnel aux autres. Est-ce que je suis en mode protection des autres? Je vous disais le cas de cette femme
qui a été agressé et qui a commencé à mettre des couches de protection et qui a aussi développé un sentiment fort de culpabilité par rapport à cette agression, vous voyez. Donc, qu'est-ce qui tourne chez vous? Rapport à votre corps, à votre féminité. Peut-être que vous aviez décidé petite que qu'être une femme sensuelle, attirante, jolie, ouverte, c'était dangereux pour vous et qu'il fallait mieux vous protéger, ou que j'ai même eu des clientes qui avaient associé le mot féminité au mot faiblesse, c'est-à-dire que être une femme, c'est être faible, parce que elles ont eu la perception petite dans leur entourage que par exemple leur mère était une femme faible et qu'elles ont associé la féminité au fait d'être faible, mais c'est juste leur perception, ce qu'elles ont associé en étant petites, ce qui fait que en grandissant, elles rejettent un certain nombre d'aspects de leur féminité. Donc il y a toutes sortes de déséquilibres psychiques, il faudra faire tout simplement un travail pour aller se réapproprier sa véritable nature et développer des relations aux autres et à soi-même qui soient plus harmonieuses. Alors, je vous ai mis ce petit schéma pour résumer en fait tous ces facteurs qui influencent la prise de poids. Et bien sûr, en violet, en background, en fond, vous avez une psyché, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de comportements physiques, il y a un certain nombre de réactions physiologiques, il y a un certain nombre de facteurs physiques tels que l'activité physique, le sommeil, l'insuline, la leptine, l'équilibre leptine-gréline, l'alimentation, le stress, l'inflammation, la flore intestinale, le métabolisme. Tout ça, c'est tous ces phénomènes, tous ces facteurs physiques, ce sont par-dessus ou s'inscrivent dans un contexte, psychologique, une psyché qui s'est développée petit à petit depuis l'enfance. Donc c'est particulièrement important d'aller regarder ce qui se passe de ce côté. Alors maintenant, on va voir la partie conseils. Alors les conseils en matière d'alimentation. Donc, conseils en matière d'alimentation, le premier est de maintenir un taux d'insuline bas, comme je l'avais dit. Donc, on va se renseigner sur les aliments. Il va commencer à apprendre quels sont les aliments qui ont des index glycémiques bas, quels sont les aliments qui ont des index glycémiques hauts. Et on va commencer à faire de meilleurs choix alimentaires. Donc, on choisira des aliments qui ont beaucoup de fibres. Donc, on choisira des aliments qui sont complets, le moins industrialisés et transformés possible. Donc, au lieu d'aller manger les cornflakes classiques, voudra mieux prendre des flocons d'avoine, ou même encore mieux, quelque chose qui a un index glycémique encore plus bas. On pourra même prendre des graines de chia, par exemple, privilégier les oléagineux qui sont riches en protéines, faibles en sucre, etc. Donc, et une chose aussi à savoir, l'index insulinique des laitages. Parce qu'il y a une exception. Généralement, quand vous avez un index glycémique qui est haut, vous avez un index insulinique qui est haut. Il y a néanmoins une exception, ce sont les laitages de vache. C'est-à-dire que les laitages de vache ont un index glycémique qui est bas, mais par contre, ils ont un index glycémique qui est très haut. Un verre de lait ou un bol de lait de vache, même si ça a un index glycémique qui est bas, ça a un index insulinique équivalent à une barre chocolatée. Il faut le savoir, c'est au-delà de 100 pour l'index insulinique. Donc, c'est un index insulinique qui est très haut. C'est-à-dire que quand on veut gérer son insuline, on évite les laitages de vache et on les remplace par des laitages végétaux. Pareil pour les yaourts. Et c'est dû en fait, cette différence est due au lactosérum que l'on trouve dans le lait de vache. On s'est aperçu que ça a un impact insulinique fort. Donc, vous voyez, pour tout ce qui est fromage, plus le fromage est égoutté, plus le petit lait, là, le lactosérum a été évacué parce que quand on a égoutté le fromage. Donc, plus le fromage est mou, plus son index insulinique va être élevé, et plus il est à pâte dure, plus il a été égoutté, l'index insulinique sera plus bas. Il faut savoir ça aussi. La deuxième chose va être de réduire l'inflammation et l'acidification du terrain. Et comment on va faire ça? On va apporter de l'alimentation crue, alcalinisante et biologique en limitant au maximum les pesticides, les herbicides, etc. Donc on essaie véritablement, on adapte en fonction de son budget et on évite véritablement tout ce qui est aliments très pollués, très pollués, remplis d'herbicides en fait, d'herbicides, de pesticides, etc. Donc avoir une alimentation raisonnée, voire même biologique, c'est vraiment important.
Une autre chose, pour réduire l'inflammation, on va apporter des oméga 3 car les oméga 3 sont anti-inflammatoires. C'est absolument essentiel dans son alimentation tous les jours d'apporter des oméga 3 sous forme d'huile. HPPF, c'est huile première pression à froid. Donc c'est important que ce soit marqué sur la bouteille, huile première pression à froid. Donc vous avez de l'huile de colza, de l'huile de cameline, pour tout ce qui est huile, mais vous pouvez aussi, pour apporter des oméga 3, manger des maquereaux, de la sardine, du saumon, etc. Pour tout ce qui est anti-inflammatoire aussi, pensez à des choses qui sont super bonnes telles que du curcuma, du gingembre, du moringa, incorporé dans vos smoothies, dans vos vinaigrettes. Moi, je fais une vinaigrette qui est anti-inflammatoire avec une huile à base de colza ou de cameline, avec du citron et du gingembre, avec du gingembre et ou du curcuma, vous voyez. Donc c'est une vinaigrette que l'on met sur les crudités, donc on apporte du cru et on apporte de l'anti-inflammatoire. Pardon. Une autre chose aussi, c'est de véritablement prendre soin de votre intestin. Donc il va falloir revoir les associations alimentaires. C'est-à-dire que évitez de consommer de la viande et du poisson avec du riz ou des pâtes. C'est-à-dire que les féculents, quand on les mange au même repas que de la viande, en général, ça se digère moins bien. Donc, améliorer les associations alimentaires. Pour prendre soin de son intestin, on va boire de l'eau, bien sûr, au moins 2 litres d'eau. En fait, ça va dépendre de votre poids, hein. On considère qu'il faudrait boire 30 millilitres d'eau par kilo de poids. Donc en gros, si vous faites 60 kg, 6 x 3, 18, vous devriez boire au moins 1,8 litre d'eau par jour. Il y a aussi d'autres choses intéressantes pour la santé de l'intestin, c'est du psyllium. Le psyllium, ce sont des fibres en fait, hein. Donc c'est une fibre, ce sont des fibres, c'est une plante qui gonfle au contact de l'eau et ça crée un gel et c'est très très bon pour favoriser le transit intestinal. Donc si vous avez des problèmes de constipation, réglez votre problème de constipation car la constipation est pro-inflammatoire. On va aussi intégrer ce qu'on appelle des principes verts, du jus vert, de la spiruline, la chlorella, sauf contre-indication bien sûr. Contre-indication bien sûr, vous voyez avec votre médecin si vous avez une pathologie particulière. Par exemple, la chlorella et la spiruline sont contre-indiqués si vous êtes sous anticoagulant parce que ça pourrait bien faire bouger votre INR, hein, du fait de leur richesse en vitamine K. Donc si vous avez une pathologie particulière, bien sûr, parlez-en à votre médecin. Mais il y a énormément de choses que l'on peut prendre. Alors, je vais vous donner des exemples de menus justement. Pour le petit déjeuner, vous allez prendre un principe vert, ça peut être, donc pour le côté anti-inflammatoire, vous allez prendre un principe vert, ça peut être de la chlorella, de la spiruline, du jus d'herbe de blé, et vous allez faire ce qu'on appelle un miam aux fruits, ou une crème bougouique, ou un smoothie vert, ou un porridge de chia. Je vous explique ce que c'est ça, c'est en version un peu sucrée. Le miam aux fruits, c'est très bon, c'est juste une banane que vous écrasez avec de l'huile et du citron, vous mettez des oléagineux par-dessus et des fruits. Donc ça vous fait un petit déjeuner cru, bon, donc riche en vitamines, minéraux, comme vous mettez une huile de colza par exemple, vous émulsionnez la banane avec une huile de colza, c'est même anti-inflammatoire. Autre chose intéressante aussi, le porridge de graines de chia. Donc le porridge de graines de chia, c'est juste, vous laissez tremper des graines de chia pendant au moins 20 minutes dans un lait végétal, ça peut être du lait de coco, moi j'aime particulièrement le lait de coco, ça va gonfler et devenir un peu plus solide. Et par-dessus, vous pouvez mettre d'autres oléagineux, des amandes, des noix et des fruits coupés. Donc ça vous fait un petit déjeuner, encore une fois, riche en oméga 3, anti-inflammatoire, riche en vitamines, minéraux, fibres, etc. Donc très bon pour la santé. Si vous préférez une version salée, vous pouvez faire un principe vert avec des œufs, des maquereaux ou de la sardine et une salade de concombre avocat avec la vinaigrette boostée qui est une vinaigrette boostée anti-inflammatoire à base d'une huile anti-inflammatoire, colza, cameline et de curcuma par exemple. Donc c'est des exemples pour le petit déjeuner. Pour le déjeuner, pour vous parler d'associations alimentaires, on commence toujours par un principe vert, on ajoute des crudités pour les fibres et même des graines germées pour la richesse nutritionnelle, parce que les graines germées c'est juste des produits magnifiques, c'est juste un cadeau de vie pour votre corps, avec la petite vinaigrette boostée, et puis on prendra par exemple du poulet, des légumes verts et du jus roumon ou de la patate douce à la vapeur. Parce que ça va être mieux, ça va être bien associé. Petite chose, alors,
Ce que je n'ai pas précisé en termes d'association alimentaire, il y a ce qu'on appelle des farineux forts et des farineux faibles. Les farineux faibles, sont le giromon, la patate douce et la pomme de terre. Vous pouvez associer les farineux faibles aux protéines fortes qui sont la viande et le poisson. Mais on n'associera pas une protéine forte à un farineux fort. Donc on n'associera pas un farineux fort, le riz, les pâtes, à une protéine forte, la viande et le poisson. Mais par contre, c'est OK pour les farineux faibles tels que le giromon, la patate douce ou la pomme de terre. Vous voyez, ça c'est un exemple de menu. Vous pouvez faire aussi un principe vert en entrée, une grosse salade composée avec des crudités, avec un féculent AIG bien sûr bas ou moyen. Donc vous pouvez mettre du sarrasin, du chou de Chine, de l'igname, de la patate douce, du quinoa. Ajouter des oléagineux, des graines germées et voilà. Et si vous avez toujours faim après ça, vous pouvez même ajouter un houmous ou une purée d'aubergine. Il y a énormément de choses que l'on peut faire pour sa santé. Donc je vous ai mis d'autres exemples aussi de menus. Vous pouvez faire un principe vert, des crudités, des graines germées en entrée et vous mettez un féculent, donc un farineux fort tel que du riz complet ou des souchines et vous ajoutez des légumineuses, des lentilles, haricots rouges avec des légumes verts. Ou encore vous pouvez faire une omelette de légumes, ce qu'on appelle une frittata de légumes verts. C'est une omelette aux légumes verts avec des crudités et un principe en entrée, spiruline, chlorella, jus d'herbe de blé, etc. Donc il y a plein de petites recettes que vous pouvez faire pour vous faire du bien, que ça ait du goût et que vous ne soyez pas frustré, mais en respectant un certain nombre de principes de physiologie, de principes de digestion, etc. Et pour le dîner, c'est pareil. En général, en fonction de votre pouvoir digestif, vous allez adapter. Les personnes si vous n'avez pas faim le soir ou très peu faim, prenez une petite soupe ou vous faites des monodiètes. Une monodiète, c'est quand on ne mange qu'un seul aliment. C'est-à-dire vous faites une monodiète de compote de pommes sans sucre ajouté, bio, bien sûr, ou une monodiète où vous ne mangez que de la patate douce ou que du riz, ou que du riz complet. C'est-à-dire que vous mangez un seul aliment. On n'ajoute pas d'huile. On peut ajouter des aromates tels que du thym ou des épices, mais on n'ajoutera pas d'huile. Donc c'est vraiment qu'un seul aliment. À la limite, si il y a une petite exception, c'est que vous pouvez faire des monodiètes de fruits, c'est-à-dire mélanger 2 ou 3 fruits, ne manger que des fruits le soir ou un seul fruit. Et pour les collations, si vous avez envie en général, les gens aiment bien manger quelque chose vers 16 ou 17 heures, vous prenez des oléagineux, donc c'est riche en protéines, ça vous cale, plutôt que d'aller manger des biscuits. Et si vous avez envie de quelque chose de sucré, chocolat noir, 80% minimum. Vous verrez, c'est réduit en sucre et c'est bon pour la santé. Il y a aussi une possibilité de faire ce qu'on appelle des biscuits low carb. Là, il faut cuisiner vous-même. Ce sont des biscuits qui sont riches en protéines. On trouve plein de recettes sur Internet. Et ça, vous avez droit aux biscuits ou aux mini cakes low carb à 4 heures. Parce que ce sont des recettes qui sont très 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 pauvres en sucre. Il n'y a pas de farine dedans, c'est fait avec des oléagineux. Donc c'est une façon de cuisiner particulière que je vous encourage à investiguer, à regarder, car vous allez pouvoir trouver des recettes et vous faire plaisir tout en limitant les index glycémiques et l'apport de sucre. Alors, et quant à bien sûr les conseils en termes de sphère psychique, c'est tout simplement de faire un travail sur vous-même et de commencer à investiguer quelle est la structure psychique, quelle croyance j'ai au sujet de moi, au sujet des autres, mon rapport aux hommes, mon rapport au féminin, au masculin. Allez investiguer tout ça car il y a des clés absolument importantes pour votre bien-être physique et psychique et cela contribuera à rétablir un équilibre car l'extérieur c'est le reflet de l'intérieur. Quand l'intérieur est déséquilibré, donc l'intérieur en termes de physiologie et en termes de psyché est déséquilibré, l'extérieur sera déséquilibré, donc rééquilibrer l'intérieur. Donc c'est ce que je vous encourage véritablement à faire. Donc, allez chercher les causes psycho-émotionnelles de votre surpoids. Faites un travail sur l'enfant intérieur, la relation à vous, la relation au corps, à la féminité. Gérez votre stress aussi avec une activité physique, avec de la respiration ventrale, de la méditation. Ça marche super bien, de la relaxation. On trouve des audios de relaxation
gratuits sur YouTube par exemple. Et vous pouvez intégrer de la phytothérapie, c'est-à-dire des tisanes relaxantes à la mélisse, à la valériane, utiliser des huiles essentielles, des fleurs de bac. Il y a plein de choses que l'on peut faire pour petit à petit ramener du calme et de l'équilibre dans sa vie. Et un dernier petit conseil, c'est véritablement de définir une vision qui va vraiment vous élever, vous tirer vers l'avant. Dès que vous voyez une motivation pour pourquoi est-ce que vous voulez perdre ce poids? Trouvez votre mission de vie. Faites en sorte que cette santé soit véritablement, cette bonne santé soit véritablement au service de votre bien-être, mais de votre bien-être holistique, c'est-à-dire de votre mission de vie, de vous en tant que personne qui se réalise et qui s'épanouit, vous voyez. Donc l'épanouissement, on a bien vu que l'épanouissement psychique, il est intimement lié à l'épanouissement physique. Donc allez vous demander pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je veux retrouver mon poids d'équilibre? Parce que si c'est juste pour entrer dans une robe pour une soirée, par exemple pour le 31 décembre, pour votre réveillon, ça va être limité. Il n'y aura pas suffisamment d'énergie, de motivation pour pouvoir tenir. D'ailleurs, il faut sortir de cette pensée, de cette façon de penser qui dit je veux perdre du poids, il faut dire je veux être en bonne santé. Votre vision devrait être je veux être en bonne santé, je veux me sentir bien, voilà, chercher pourquoi est-ce que vous voulez créer cette vision de santé et non pas juste vous focaliser sur votre poids. Vous devriez vous focaliser sur votre santé, avoir une super santé, et vous allez voir quand votre objectif sera d'avoir une super santé, les choses vont venir à vous pour vous permettre justement de retrouver cet équilibre de santé. Donc c'est particulièrement important. Et pour cette petite phrase, et pour vous aider sur votre cheminement de pensée, je vous laisse avec cette petite phrase qui est du Dr Bach, celui qui a créé les fleurs de Bach. La santé est notre héritage, notre droit. C'est l'union absolue et parfaite entre l'âme, l'esprit et le corps. Tant que l'âme, le corps et l'esprit sont en harmonie, rien ne peut nous affecter. Je pense qu'il y a beaucoup de sagesse et de profondeur dans cette citation, dans ce message du docteur Bach. Et c'est ce que je vous invite justement à méditer. Alors, pour les personnes qui sont en Martinique et qui voudraient justement faire le type de travail que je vous propose, eh bien, il existe le rallye des Casa Girls. Alors, qu'est-ce que le rallye des Casa Girls? Eh bien, c'est un programme que l'on va lancer le 19 novembre 2017 et qui est un programme sur 3 mois où vous allez avoir 9 ateliers santé et épanouissement, 5 webinaires, c'est-à-dire 5 web séminaires, ce sont des web conférences, et le nombre de places est limité, à 6. Donc c'est un petit groupe que l'on crée pour se soutenir, se motiver et s'épanouir. Donc il va y avoir une dimension perte de poids, une dimension mise en place d'une bonne hygiène de vie et aussi travail psychologique, travail de développement personnel. Donc que contient le rallye des caseurs? Vous avez une consultation de naturopathie avec moi. Je vais vous faire un programme d'hygiène de vie personnalisé. Donc là, c'est une consultation individuelle. On va se retrouver, je vous fais un programme d'hygiène de vie. Donc c'est une séance de naturopathie classique où on va regarder vos carences, vos surcharges, vous faire un bilan de vitalité, vous faire un bilan d'iridologie, c'est regarder vos yeux. Regardez vos yeux pour voir quel est un petit peu l'état de votre terrain, etc. Donc vous avez une consultation de naturopathie qui conduira à la rédaction d'un programme d'hygiène de vie que vous allez mettre en place petit à petit durant le rallye des Casa Girls. Et après, il y aura en même temps 9 ateliers. Donc le premier atelier, c'est un atelier objectif, motivation, où on va véritablement définir une vision, on va commencer à se connecter petit à petit, apprendre à se connecter à son intuition. L'atelier numéro 2, ça va être plus un atelier de planification de menu et de suivi du programme d'hygiène vitale, le PHV. Donc on va rappeler les principes importants sur la prise de poids, la perte de poids. Je vais faire en sorte de vous donner des menus, des listes de courses. On va affiner votre hygiène alimentaire au quotidien.
Après, il y aura effectivement un webinaire. Le premier webinaire sera sur comment vaincre ses peurs et libérer sa lumière. Donc, des techniques de gestion de la peur pour modifier votre relation à la peur et vos comportements dysfonctionnels, notamment si la peur conduit à du grignotage compulsionnel. L'atelier numéro 3, c'est sur la levée justement des blocages inconscients à la perte de poids. Donc, on va aller voir toutes ces raisons conscientes et inconscientes du surpoids. Donc, il va y avoir un vrai travail sur les croyances limitantes et les comportements dysfonctionnels qui conduisent justement à cette perte de poids. Le webinaire numéro 2, ça va être, on va voir gestion du stress, donc l'impact en termes de physiologie, on va rentrer un petit peu plus dans les détails sur tout ce qui est gestion du stress, et on parlera de méthodes pour vous aider à respirer, à vous relaxer. Et l'atelier numéro 4, ce sera un atelier sur l'estime de soi, super important. Donc vous allez aller voir les moments où vous manquez d'estime de vous-même, comment cela s'exprime dans votre vie de tous les jours, et je vais vous donner des pratiques pour booster votre estime de vous-même. Alors, l'atelier après, webinaire numéro 3, donc comme on va arriver vers la période de Noël, ça va être un webinaire justement qui va être dédié à la gestion de la période de Noël en termes d'alimentation, on parlera de détox, de jeûne, etc. L'atelier numéro 5, ça va être sur les relations personnelles. Comment gérer vos relations, avoir des relations personnelles plus épanouies, car c'est souvent une source de stress, d'anxiété majeure. Donc la gestion des conflits, connaître votre mode relationnel et des techniques pour développer l'intimité et la connexion à l'autre. Donc ça, c'est véritablement un atelier qui est particulièrement important parce qu'on est en relation tous les jours, au travail, dans sa relation intime, à la maison, dans son couple, avec ses enfants, etc., avec sa famille. Donc c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Atelier numéro 6, ça va être, il va commencer en janvier, et donc ça va être pour bien commencer l'année 2018. On va faire un point sur l'hygiène de vie, ajuster, et on va définir des objectifs pour 2018. On ne fera pas les choses classiques que les gens font en début d'année, des bonnes résolutions qui ne servent à rien. Là, on va véritablement travailler avec un angle de coaching en se fixant des objectifs et voir comment on peut les atteindre. En webinaire numéro 4, on va commencer le travail sur le féminin. C'est un travail que j'adore, où on va utiliser des modèles d'exploration de notre féminin via notamment ce qu'on appelle des déesses grecques. On va commencer à développer et comprendre son rapport à sa féminité. Et cet atelier, ce webinaire, sera suivi d'un atelier de reconnexion à son essence féminine, avec l'exploration plus en profondeur de sa relation au féminin. On va mettre en lumière les parties reniées de son féminin et on va voir comment développer une féminité plus épanouie et plus assumée. Le webinaire numéro 5, donc ça va être sur la féminité et la relation au corps. Donc là, on va investiguer mon rapport à mon corps de femme et comment apprendre à aimer son corps. Parce que s'aimer, c'est s'aimer en tant que personne, c'est aussi aimer son corps. Atelier numéro 8, et là, ça va être de l'expression corporelle pour oser être soi. Ça va être super fun parce qu'on va exprimer la féminité et la sensualité via la danse. C'est quelque chose que j'adore. Donc ça promet d'être un atelier où on va rigoler énormément, on va s'exprimer, on va se lâcher, ça va être top. C'est un de mes ateliers préférés. Et enfin, le dernier atelier qui va clore le rallye des Casa Girls, qui va être la célébration. On fera le bilan du rallye et on passera un moment convivial et on célébrera autour d'un verre. Donc, voici un résumé des 9 ateliers. Véritablement, il y en a 8 qui sont des ateliers de travail intensif et le 9e, c'est plus de la célébration avec un petit peu de travail. Donc, je résume. Atelier numéro 1, donc il y a une consultation de naturopathie avec un PHV individualisé. Tout le reste, ce seront des choses en groupe, mais la première consultation de naturopathie, c'est juste vous et moi. Donc il y a un atelier numéro 1, objectif et motivation. Atelier numéro 2, planification des menus et suivi du programme d'hygiène vitale. Webinaire numéro 1 sur vaincre ses peurs et libérer sa lumière. Atelier numéro 3, lever des blocages inconscients à la perte de poids. Webinaire numéro 2, impact et gestion du stress. Atelier numéro 4, estime de soi. Webinaire numéro 3, gestion de la période de Noël. Atelier numéro 5, construire des relations personnelles plus épanouies. Atelier numéro 6, bien commencer l'année 2018 avec justement ses objectifs. Webinaire numéro 4, explorer son féminin.
Atelier numéro 7, reconnexion à mon essence féminine. Webinaire numéro 5, féminité et relations au corps. Atelier numéro 8, expression corporelle pour oser être soi, danse, expression corporelle sensuelle et féminine. Et atelier numéro 9, célébration et bilan du rallye. Donc voici les dates. Je vous laisse un petit peu de temps pour pouvoir regarder justement ces dates. Donc effectivement, ça commence le 19 novembre. Atelier numéro 2, 25 novembre. Atelier webinaire, c'est le lundi 27 novembre. Atelier numéro 3, samedi 2 décembre, etc. Vous voyez, généralement, les ateliers sont le samedi, après-midi, exception faite du premier qui sera un dimanche 19 novembre. Et les webinaires sont en soirée, donc généralement le lundi parce que c'est la date qui convient à tout le monde. Mais c'est une date qui sera ajustée, enfin, le jour sera ajusté en fonction du groupe. Donc, si ça arrange plus les personnes de faire l'atelier, de faire les webinaires le mercredi soir, ben on les ferait par exemple le mercredi soir. Donc, je vous laisse, voilà, noter les dates. Je vous laisse un petit peu de temps pour noter les dates. Et après, on parlera du coût. Donc, c'est ça. Alors, le coût. Alors, c'est un rallye qui au total coûte 450 € et ces 450 € sont payables sur 3 mois. Normalement, 150, 150, 150. Mais je vous offre un discount, une promotion de lancement. Vous l'avez à 400 € au lieu de 450, ce qui fait que vous payerez 150, 150 et 100. Et l'inscription se fait via Casaform. Donc, vous pouvez aller regarder sur le site www.casaform.fr. Vous allez trouver les détails vous allez trouver les détails, le numéro de téléphone, comment contacter Casaform pour pouvoir vous enregistrer. Donc il reste quelques places, il ne reste pas beaucoup de places, donc je vous invite, il n'y a que 6 places, il reste pour le moment, au moment où je fais cette vidéo, il reste juste 2 places. Donc si cela vous dit, contactez vite Casaform parce que ça va partir et ça commence très très bientôt. Voilà, donc je vous laisse avec, ces détails. Si vous êtes intéressé, je vous invite tout simplement à passer un coup de fil à Casaform. Ils se font une joie de vous enregistrer. N'oubliez pas, il ne reste que 2 places, alors faites vite.